Hello boys and girls and the other. Aujourd'hui je vous propose de nous retrouver pour lancer une toute nouvelle série qui sera là tout au long de l'année. Ce sera la saison 2022, je sais pas comment je vais l'appeler. Et pour lancer cette saison, on a vu pendant 3 jours des checkdowns qui sont des pseudo-essais hivernaux, car la Formule 1 préfère mettre des essais hivernaux à Bahreïn. Hivernaux, ça n'a que le nom, et c'est surtout parce que Bahreïn paye pour avoir ces essais hivernaux. Bref, on va pas polémiquer, on va lancer cette série en parlant justement de ces checkdowns qui ont eu lieu à Barcelone pendant 3 jours. Comme je le disais, les toutes nouvelles Formule 1 ont pu rouler sur le circuit de Catalogne. On a pu enfin voir les nouveaux monstres de la Formule 1. Qu'est-ce qu'elles sont jolies! Elles nous ont fait en 5 minutes oublier les voitures des années précédentes. Mais qui dit essai dit également des tours, les voitures qui roulent. Et vous allez sûrement me demander, mais qui a été le plus rapide pendant ces 3 jours? Alors déjà, je vous arrête, on va pas forcément retenir les personnes qui ont été les plus rapides. Les essais ne servent pas à ça, car vous pouvez bluffer vos adversaires autant que vous voulez. Mais pour répondre à votre question, le premier jour c'était Lando Norris. La McLaren a été très rapide, a battu les Ferrari qui étaient bien en place. Le deuxième jour, on a enfin vu les Ferrari en haut de la feuille des temps grâce à Leclerc. Et pour le dernier jour, l'écurie championne du monde Mercedes s'est placée en haut de la feuille des temps avec Hamilton devant Russell. Mais si le temps autour n'est pas forcément très important, la fiabilité et le nombre de tours parcourus, le nombre de kilomètres parcourus, lui, est très important. Étonnamment, on a eu très peu de casse moteur. On a eu des petits problèmes techniques par-ci par-là les 2 premiers jours, mais les casses moteurs sont intervenus le 3e jour. Et qui a cassé son moteur en premier? Alpine. Et le problème, c'est que le boss d'Alpine, Laurent Rossi, avait dit plus tôt « Je m'en fous d'avoir un moteur fiable, je préfère qu'il soit performant ». Alors je vais vous citer un grand monsieur de la Formule 1, Enzo Ferrari, qui disait « Pour finir une course premier, il faut premièrement finir la course. Donc c'est bien d'avoir un moteur performant, mais si votre moteur casse, vous irez pas très loin. » Autre moteur qui a cassé, c'était chez Aston Martin. Alors c'est un moteur Mercedes, c'est pas arrivé ni chez Mercedes, ni chez Williams, ni chez McLaren. Est-ce que c'est juste un coup de pas de chance pour Aston Martin, ou est-ce que les moteurs Mercedes ont tenu miraculeusement chez McLaren, chez Williams et chez Mercedes? Ça c'est une question que je me pose. À côté de ça, on a eu du coup l'introduction de l'effet de sol pour les voitures 2022 avec en ligne droite ce qu'on appelle du pumping en fait. La voiture montait, descendait, montait, descendait, montait, descendait, qui pouvait être assez embêtant pour le pilote. Et il me semble qu'il y a quelques pilotes qui ont eu un peu de mal de dos. C'est l'effet de sol qui crée ça. Quand la voiture monte, c'est parce que l'effet de sol ne s'applique plus, puis elle redescend parce que l'effet de sol s'applique, puis elle remonte parce que l'effet de sol ne s'applique plus, etc., etc. Et c'est pour ça que la voiture monte et descend comme une pompe. Comme je vous le disais, la fiabilité est très importante et on a eu énormément de tours réalisés par les écuries. En tête de liste, Ferrari a réalisé 438 tours, Mercedes est deuxième avec 392 tours et McLaren prend la 3e place avec 364 tours. C'est vraiment pas mal, ça permet de bien bosser sur la voiture, il y a beaucoup de data accumulée par ces 3 écuries. Jolyon Palmer, qui était un ancien pilote de Formule 1 et qui maintenant est consultant à la télévision anglaise, a relevé par exemple 2 points très importants sur la Ferrari et sur la Mercedes. Alors il disait que la Ferrari et la Mercedes l'avaient impressionné car c'était les 2 voitures les plus rapides en bout de ligne droite, malgré 50 kg de plus par rapport à la saison précédente. Elles étaient extrêmement rapides. Le deuxième point qu'il a relevé, c'est l'adhérence et le maintien au niveau de la route de la Mercedes et de la Ferrari dans le secteur 3, qui est un secteur technique, et ce qui veut dire que la Mercedes et la Ferrari allient vitesse de pointe et appui dans les virages. Et c'est quand même plutôt pas mal puisque la plupart des circuits demandent ça en fait. Donc quand vous commencez à cumuler les deux, eh bien les autres écuries ont vraiment du souci à se faire. Les autres écuries ont pas mal roulé aussi. Par contre, on a 2 écuries en fond de grille, Alfa Romeo et As, qui ont roulé beaucoup moins que les autres. C'est simple, en 3 jours, ils ont fait un peu plus de tours, une trentaine de plus que Verstappen en un seul jour. Pour développer la voiture, c'est pas possible, c'est trop compliqué pour eux. Ils n'ont pas beaucoup de données à analyser pour améliorer les performances. Il va falloir se concentrer absolument sur la fiabilité. Ils vont prendre énormément de retard et c'est vraiment pas bon. Le début de la saison arrive dans moins d'1 mois. Un autre point aussi que je trouve important à retenir, c'est les lignes très différentes entre les voitures.
on a vu beaucoup de voitures avec des concepts aérodynamiques assez différents, alors que le règlement est fait pour quand même assez bien dirigé pour que toutes les écuries aillent dans la même direction. On a par exemple des voitures qui sont plus hautes, on a des flaps au niveau des pontons, on a les dessins des pontons vraiment différents. Si vous regardez les pontons de chez Ferrari et les pontons de chez Mercedes, Mercedes est quand même assez droit alors que Ferrari c'est courbé, c'est magnifique chez Ferrari, c'est un travail d'orfèvre. Je dis pas que c'est pas beau chez Mercedes, il y a énormément de petites différences, il y a aussi le diffuseur qui est différent chez pas mal d'écuries. On a pu voir plusieurs concepts aérodynamiques et je trouve ça très bien. On avait perdu ce truc, ce petit esprit d'innovation, alors que la Formule 1 c'est principalement de l'innovation. On a pu observer quasiment toutes les voitures avec leur concept. Il n'y en a qu'une qu'on n'a pas vue, c'était Alfa Romeo, puisqu'ils avaient une belle livrée camouflage quand même, qui ne servait à rien puisqu'ils n'ont fait que 170 tours, donc on les a quasiment pas vus, hein. Ils sont restés dans le garage. Et on a pu du coup voir leur livrée qui est sortie du coup ce matin. Là je tourne, on est le 27, c'est sorti à 9h. On les verra en piste à Bahreïn d'ici 2 semaines, mais du coup ça me permet de faire parfaitement la transition pour vous parler des livrées, des toutes nouvelles livrées 2022 qui sont sorties. Alors impossible de faire un débat, pour moi la plus belle livrée qui est sortie c'est celle de Ferrari, ce mélange de rouge, de noir, je le trouve incroyable. Incroyable, il est juste magnifique et c'est pour moi la plus belle livrée. Après on a beaucoup d'autres livrées qui sont très jolies. La livrée Mercedes, je la trouve quand même pas si mal, la Mercedes. La livrée Aston Martin, elle est folle. La livrée Alpha Tauri est vraiment très très bien réussie aussi. La livrée Alfa Romeo est évidemment très jolie également. Les livrées avec lesquelles j'ai du mal, c'est l'Alpine. Sur les 2 premiers Grands Prix, elle sera toute rose. J'aime pas du tout, j'ai l'impression de voir une Force India et ça me plaît pas forcément. Le mélange de rose et de bleu, ça va encore, même si bon, je suis pas fan. La livrée McLaren, je suis particulièrement déçu. Les dernières années, je trouvais que c'était l'une des voitures les plus jolies en livrée orange et bleu. Mais là, j'aime pas forcément beaucoup le bleu, un peu bleu ciel. Ouais, je sais pas, je trouve que ça matche pas forcément. Et par contre, celle que j'aime pas du tout, c'est la Williams. La dernière livrée dont je voulais vous parler, c'était la Haas, parce qu'elle est un peu particulière. La livrée de base était avec le drapeau russe dessus. Elle changeait pas trop de l'année dernière, c'était pas très intéressant. Et le problème c'est que du coup côté Haas on a un gros problème. Comme je vous dis, la livrée c'était le drapeau russe. Le principal investisseur qui était du coup Uralkali, tenu par le père de Nikita Mazepin qui est pilote chez Haas, est très proche de, je vais dire Vladoche, puisque je n'ai pas envie que cette vidéo soit strikée et que vous ne puissiez pas la voir. Vous avez compris ce que je veux dire. Il a fallu retirer les sponsors et la Haas qui est sortie était toute blanche. Mais du coup, ça pose aussi un gros problème. Haas déjà, en termes de fiabilité, c'était pas ça. En termes de performance, ils n'ont pas été dernière écurie l'année dernière pour rien. Ça va pas forcément remonter beaucoup cette année. Et tu te retrouves avec un problème de qui je mets dans la deuxième voiture. Tu te retrouves du coup avec 2 options vraiment où c'est la merde. D'un côté, tu as l'option où tu dis à Nikita Mazepin, on peut pas te garder ou on veut pas de toi, vu que tu n'apportes pas d'argent. Ça veut dire que là, il va falloir trouver un pilote qui sache s'adapter très rapidement à la voiture, parce qu'il n'aura pas beaucoup de réglages sur cette Haas qui n'est pas très performante en plus. Il faut du coup un pilote qui doit s'adapter très vite, qui amène également de l'argent, parce que sinon, vous pouvez ne pas terminer la saison. Et il n'y a pas beaucoup de pilotes dispo sur le marché actuellement. Qui tu prends? Donc ça pose un gros problème. Et d'un autre côté, tu gardes Nikita Mazepin, mais tu vas pas vraiment attirer beaucoup de sponsors, vu que tu es avec un pilote russe dont le père est très proche du gouvernement russe, donc c'est la merde niveau argent. Et ça sent vraiment pas bon pour Haas. Est-ce qu'ils vont pouvoir terminer la saison? C'est une grosse question. Autre point aussi, c'est pour l'instant c'est pas pour la saison 2022, mais on a l'écurie Andretti qui pourrait arriver en 2023, qui a signé un partenariat côté moteur avec Renault. On aurait du coup en 2023 potentiellement 11 écuries. C'est une très bonne nouvelle pour la Formule 1. Mesdames, messieurs, nous arrivons donc à la fin de cette première vidéo. C'est un peu la couverture du livre Formule 1 2022. Il y avait beaucoup de choses à dire sur le check-down de Barcelone. Pour les prochaines, je le ferai pour chaque course. J'essaierai de faire ça en 5 minutes. Voilà, j'avais envie de parler un peu de la Formule 1 au présent et pas forcément au passé. J'essaye aussi de me renouveler, d'être un peu plus présent sur la chaîne, puisque je sortais une grosse vidéo tous les mois. Je suis en train de travailler sur la prochaine grosse vidéo. J'espère la sortir mi-mars, mais je vous promets rien, le montage est assez long. De toute façon, en mars, il y aura quoi qu'il arrive de vidéos, puisqu'on aura les essais hivernaux, les vrais essais hivernaux à Bahreïn, et également le tout premier Grand Prix de la saison. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pour voir toutes les autres vidéos et ne pas louper
les informations de cette saison 2022, abonnez-vous, activez la cloche. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses. Voilà, j'ai parlé des livrets de la Formule 1, justement des Formule 1 qui sortaient sur Instagram. J'ai fait beaucoup de stories. Je sors des petites vidéos sur TikTok par-ci par-là, sur Twitter. Je vous tiens un peu au courant également de l'actualité de la Formule 1. Je réagis. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ces plateformes. À droite et à gauche, vous trouverez d'autres vidéos à voir ou à revoir. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.